Quand Vigilas arrive dans la capitale il est immédiatement arrêté et ses 2 sacs, contenant chacun 50 livres d'or, sont confisqués. Attila commence l'interrogatoire d'un ton tranquille. « Pourquoi as-tu tant d'or dans tes sacs ?» Le Romain trouve une réponse vraisemblable. 50 livres m'ont été confiés par quelques familles de Constantinople pour que je rachète chez vous leurs parents détenus. L'autre sac. Je l'ai apporté la première fois afin d'acheter ici quelque chose. L'empereur demande avec l'ironie, « Vraiment, ne sais-tu pas que j'interdis aux Romains d'acheter quoi que ce soit dans notre pays ?» Vigilas répond le plus tranquillement possible, « C'est pourquoi je n'ai rien dépensé. » Mais il remarque et déconne dans la suite d'Attila, souriant et échangeant des coups d'œil avec Oreste. Le Romain comprend avec terreur que ces barbares l'ont tout le temps mené par le bout du nez. Attila commence à se fâcher, mais, peut-être, voulais-tu corrompre quelqu'un chez nous, par exemple? Et déconne, paniqué, Vigilas crie, et déconnement. Ne le croyez pas. Attila le regarde avec mépris, qui voulait qu'Édécone organise un attentat contre moi? Personne. Tu ne veux pas avouer. Tant pis pour toi, nous demanderons à ton fils. Effrayé, Profime répond à toutes les questions par la même phrase, « Je ne sais rien ». Attila s'adresse de nouveau à son père. « Ton fils ne sait rien, il est donc inutile pour nous. Il va être exécuté. » Les guerriers jettent le jeune homme à genoux et sortent leurs épées de leurs fourreaux. Terrifié, Vigilas crie avec les larmes aux yeux, « Ne le tuez pas. Il ne sait rien. Je suis seul coupable et personne d'autre. » L'empereur soulève sa main droite. Un des guerriers lève son épée au-dessus de la tête de Profime. Attila dit avec un grand mépris, « Ce complot n'est pas organisé à ton niveau. Ici sont mêlés des oiseaux plus grands. Qui sont-ils » Vigilas jette un regard sur la main d'Attila, prête à retomber en bas, et le guerrier, attendant la commande avec son épée soulevée au-dessus de la tête de son fils. Il se jette à genoux devant l'empereur Ain, c'est Chrysafius. Attila ordonne au secrétaire de verbaliser l'aveu de Vigilas. La suite d'Attila, qui n'était pas au courant de cette affaire. Sauf Oreste et Édécone, et encore quelques initiés. Écoute avec surprise et indignation le récit du complot odieux organisé par l'empereur Théodose et le grand eunuque Chrysafius contre la vie d'Attila. Après l'échec de ce complot stupide, Oreste et Esla sont envoyés à Constantinople. Ils se présentent au palais impérial et exigent d'être reçus immédiatement par Théodose. L'empereur vaincu ne peut qu'accepter leur demande. Les ambassadeurs, selon l'étiquette de la cour de Constantinople, étaient obligés de se mettre à plat et de ramper vers l'empereur sur le ventre de la porte jusqu'au trône, sans lever la tête. Embrasser sa botte rouge et sortir de la salle de la même manière, en rampant en arrière du trône jusqu'à la porte. Mais les envoyés ne respectent plus ces règles depuis longtemps. Les ambassadeurs d'Attila entrent dans la salle et sous les regards inquiets des courtisans s'approchent de Théodose d'un pas assuré. Chrysafius, placé à côté du trône, remarque avec effroi sa bourse pendue sur le cou d'Oreste. L'empereur garde l'air grave et fier mais sans la nervosité du grand eunuque et comprend avec une grande déception que le complot est déjoué. Les ambassadeurs saluent froidement l'empereur. Puis Oreste s'adresse à Chrysafius, « Reconnaissez-vous votre bourse, témoignage de votre crime ?» Vigilas est arrêté. Sans attendre sa réponse, Esla commence à lire la déclaration d'Attila. En la coupant en courtes phrases, afin de souligner toute son importance, Théodose est le fils d'un père illustre et respectable. Attila descend aussi d'une noble famille. Et il a soutenu par ses actions la dignité que son père Munzuc lui a transmise, mais Théodose s'est rendu indigne du rang de ses ancêtres, en consentant à payer un tribut honteux. Il se fait son vassal.
Le visage de l'empereur, habitué aux paroles flatteuses, exprime la surprise mais Théodose se tait. Incapable de nier cette constatation de sa situation réelle après les défaites de ses armées. Et cela continue la lecture du message d'Attila. Il doit donc respecter celui que les capacités et la chance ont placé au-dessus de lui, et non pas, comme un esclave perfide, conspirer contre la vie de son maître. Oreste voit Théodose rougir et trembler de cette vérité incontestable, terrible et gênante pour lui. L'impact international de cette démarche diplomatique est immense. Les rois germaniques et d'autres chefs barbares sentent que, sous leurs yeux, naît un nouveau monde. Maintenant le fier empereur Théodose était obligé de supporter toutes les humiliations. Reconnaître le titre significatif, empereur du Nord, roi des Huns, d'Attila. Ainsi Attila, le roi des Huns a obtenu la reconnaissance diplomatique de sa qualité de suzerain de l'Empire romain d'Orient. Tandis que la dépendance de l'Empire romain d'Occident des Huns n'était un secret pour personne. Et de sa qualité d'empereur d'une grande fédération de presque tous les autres pays et peuples européens politiquement organisés. Tout en conformité avec la volonté d'Attila. Théodose lui a envoyé comme ambassadeurs ses deux patrices Anatolius et Nomus, c'est-à-dire, les personnalités ayant la situation la plus haute de « père », très cher et bien-aimé, de l'empereur. Ils sont arrivés avec le tribut de l'Empire oriental romain et de riches cadeaux. Attila était touché et a adouci ses revendications. Il a même cru pendant quelque temps à la possibilité d'une amitié sincère avec les représentants éminents de la noblesse romaine. Le comte Maximin parle d'une voix triste. Je suis absolument écœuré de la conduite de notre empereur et de l'odieux eunuque Chrysafius. Ayant analysé les événements, je suis étonné par la noblesse et le tact d'Attila par rapport à nous. Vigilas a confirmé à Attila que nous et les autres membres de l'ambassade ne savaient rien. Attila l'a libéré avec son fils, en le considérant indigne même de sa colère. Priscos hoche sa tête. Oui, la situation était très désagréable pour nous. Nous avons été manipulés très ignoblement par Chrysafius avec l'accord de Théodose. Je n'exclus pas que Chrysafius ait voulu vous éliminer à cette occasion par les mains des Huns enragés par le meurtre de leur empereur. Quelle perfidie, quel préjudice à l'honneur des Romains. La cour d'Attila peut maintenant nous considérer comme les barbares. Priscos ne se prive pas de la possibilité de montrer son érudition, les Parthes, qui étaient les descendants des Scythes comme une partie des Huns, considéraient les Romains comme les barbares. Maximin s'étonne, pourquoi? Il suffit de se rappeler la perfidie de Caracalla qui se mit à échanger une correspondance avec le roi des Parthes dont il se déclarait l'ami et prétendait vouloir devenir son gendre. Je me souviens très vaguement de cette histoire. Caracalla décrivait au roi le projet de l'union des deux empires réconciliés par un mariage politique. Il disait que même la Chine et l'Inde ne pourraient résister aux forces combinées de la Parthie et de Rome. C'est vrai, si actuellement, au lieu des intrigues, les empires romains concluaient un traité d'union avec l'empire Hun, on pourrait espérer avoir une paix durable. Je crois maintenant que ce serait possible avec Attila, si noble et éduqué. Caracalla insistait aussi sur les avantages économiques de l'union. Que le libre marché entre les deux empires et la libre circulation serait profitable au commerce. Quelle argumentation! D'ailleurs, très convaincante. Oui, Caracalla a fini par convaincre le roi et une frange assez large de ses courtisans pacifiques. Entouré d'une escorte de légions d'élite, il arriva à Ctésiphon pour y célébrer le mariage historique. Sa route vers la grande métropole des Parthes était tapissée de fleurs. Incroyable! Hérodien écrit que le peuple de Ctésiphon l'acclamait avec une réelle ferveur.
Une réception avait été organisée dans une plaine voisine. Tous les partisans de la paix de la métropole Parthes étaient venus pour assister à ce moment historique. Caracalla se disait charmé, dispensait des flatteries, les chevaliers et gardes Parthes. Le vin et la musique aidant, relâchèrent leur vigilance. Alors Caracalla a donné l'ordre à ses gardes de massacrer tous ces Parthes qui avaient cru naïvement à la possibilité de la paix et de l'union avec les Romains. Mais le roi échappa aux légionnaires. Quelle honte! D'après Oreste, Attila aspire à l'union avec les Romains. Mais il n'est pas si naïf que ce pauvre et noble roi des Parthes. Ce n'est pas tout. Caracalla poussa sa forfaiture jusqu'à profaner le mausolée des rois Parthes. Comme l'évêque de Margome qui provoqua cette guerre. La réaction des Parthes fut terrible. Caracalla a fui devant leur armée et a été assassiné par les Romains pour apaiser le désir de vengeance des Parthes. Mais son successeur Macrin a dû capituler et payer de lourdes indemnités de guerre. Impressionné, Maximin se tait, puis déclare « Je vais démissionner pour montrer mon désaccord avec les perfidies de Chrysafius ».